Je pourrais simplement dire que j'ai un parcours, comme disent vous les journalistes, atypique. J'ai commencé d'abord par des formations de mathématiques jusqu'à licence, et après je suis entré dans les écoles d'ingénieurs, à commencer au Tchad, et puis j'ai fini à Ouagadougou. Et puis j'ai passé à peu près, après la fin de la formation, j'ai gagné un contrat pour travailler avec Schneider, où j'étais affecté au barrage de Nanbeto, à Lomé. Et c'est à partir de 2006, quand le président défunt Idriss Déby Itno, qui a fait un voyage à Ouagadougou et a souhaité que tous les ingénieurs qui ont fini dans des grandes écoles comme l'EIR à l'époque puissent rentrer. Le hasard fait de bonnes choses. L'ambassadeur du Tchad à l'époque, c'était Balzar Papi, un parent qui m'a soudoyé de rentrer. Et c'est comme ça que je suis rentré. Et j'ai eu la bénédiction des autorités d'entretemps. Le président Delwa Kassire Koumakoye, qui m'a fait conseiller aux mines, pétrole et énergie à l'époque. Donc j'étais trop jeune et j'ai commencé mon parcours pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais avant cela, il ne faut pas exclure que j'enseignais un peu partout au lycée technique industriel. Et quand j'étais rentré, je continuais à enseigner. Et avant de faire mon entrée progressive dans la vie professionnelle. Et jusqu'à présent, je continue à dispenser le cours à l'université de N'Djamena, à la faculté des sciences exactes et appliquées. Antinomique, antinomique, antithétique, c'est deux notions qui sont synonymes. Je ne dirais pas la même chose. Parce que le développement durable, c'est un mot qui a connu d'abord beaucoup de transitions pour arriver à ce que les grandes personnalités impliquées dans la vie de l'environnement puissent en donner la définition. La définition remonte lors de la conférence de Boston, qui dit que le développement durable est un développement qui tient compte des présents sans compromettre la capacité des générations futures de ce qui va se passer dans l'avenir. Quand vous prenez l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Et nous devons les gérer pour ne pas compromettre à la santé, à la vie humaine. Le pétrole et les mines, si vous voulez faire une similitude, on ne peut pas parler de pétrole sans les mines. Et donc les mines peuvent se développer dans des champs ouverts, des ciels ouverts, ou bien l'exploitation peut se faire de manière souterraine. Et pour le pétrole, il y a 4 conditions pour réaliser le pétrole. Il faut d'abord une roche-mère. Et une fois qu'on a découvert la roche-mère, il faut des transformations pour faire sortir ces hydrocarbures. Et il faut une migration. Et cette migration ne peut se faire que si nous avons des pièges pour ne pas permettre que le pétrole remonte à la surface, d'où les installations de surface. Je dirais que ce sont des mots qui sont complémentaires, mais pas antinomiques. Vous savez que le développement durable, c'est un concept qui
qui, comme je disais, la définition, qui tourmente la tête de tous ceux qui nous dirigent et de tous ceux qui ont donné d'abord la définition de développement durable. Souvenez-vous que le système des Nations Unies a fait ressortir 17 ODD, qu'on a toujours l'habitude d'en parler. Avant ça, on était d'abord aux EMD, c'est-à-dire les objectifs des millénaires du développement durable, où on a donné d'abord les deadlines jusqu'à en 1995. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas atteindre les objectifs durables, de développement durable, des OMD, et d'où la nouvelle appellation des ODD, où il faut arriver à l'année 2030 pour qu'on puisse atteindre les objectifs de développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à l'agenda 2030, il faut que chaque habitant sur cette terre ait la chance de manger, de boire, avoir l'énergie sans interruption. Mais si nous prenons le cas du Tchad, nous sommes très loin d'atteindre cet objectif. Mais avec la volonté des autres autorités, on peut se rattraper. Pour certains, c'est vrai, vous me donnez la paternité de la loi 036, nous ne sommes pas en Europe, c'est tout à fait normal. Vous savez qu'en 1977, quand Simone Veil avait sorti sa loi, cette loi fait date jusqu'à aujourd'hui, on parle de la loi Simone Veil. Vous avez tout à fait raison. Nous étions arrivés aux affaires en 2018 et le président Déby, lors de notre premier entretien, nous a demandé de se pencher sur l'électricité. Le pétrole, tout le monde. Donc, les calculs, on a un bateau qui est sorti, le baril sur le marché international coûte tel, on fait le calcul, on fait sortir les cash flow, les cash call, et puis les dépenses, les dettes, tout ça, et ce qui reste, ça atterrit au niveau de la banque centrale, et puis ça vient dans le trésor, et certaines dépenses sont dirigées sur les ministères concernés, la santé, l'éducation, et puis c'est tout. Mais l'énergie, il faut beaucoup réfléchir à cela. Et donc, c'est ainsi que nous avons dit à l'époque qu'on ne peut jamais réussir l'énergie sans avoir une lettre de politique énergétique. Et cette lettre de politique énergétique, nous l'avons fait adopter au Conseil des ministres. Et après, on a fait sortir la loi. Vous savez, ce n'était pas facile parce que, en tenant compte de nos taxes fiscales, et quand nous sommes arrivés au Conseil des ministres, c'était un peu difficile. Il y avait beaucoup de camps qui, disons le ministère des Finances à l'époque, tout ce qui touche à l'argent, c'est le ministère des Finances, ils disaient, bon, mais on ne peut pas défiscaliser les matériels, des équipements, des énergies renouvelables uniquement dans la loi. Donc, on va prendre des packages et chaque année, dans la loi des finances, on pourra insérer ça. Mais sinon, le président Déby à l'époque voulait carrément qu'on le mette dans la loi. Alors, il faut se dire qu'il y a trois choses que la population aspire à vivre. C'est ce que Albert Théodore disait qu'il les qualifie de minimum social commun, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, l'éducation, la santé. Ces quatre choses-là, si la population en a, je crois qu'ils n'ont rien d'autre chose qu'à vivre. Et c'est le comportement des Tchadiens. S'ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont l'accès à l'éducation, ce sont des choses qui peuvent les amener à réfléchir et à soutenir ceux qui nous gouvernent.
ne pouvez jamais réussir votre politique sans l'énergie. Vous savez, en 2021, avant que la crise de la Covid-19 arrive, l'Agence de l'énergie atomique a constaté que la consommation mondiale, presque en fin 2021, était de l'ordre de plus de 1600 tétrawatts. Et que cette consommation trouve son explication de la demande croissante de ceux qui en demandent l'énergie. Paf, en 2021, quand la Covid est arrivée, on a constaté que tout était arrêté. Et là, d'ailleurs, ça serait très intéressant de vous dire que pendant la Covid-19, les voitures ne circulaient pas, on n'avait même pas d'activité, les gens ne partaient pas au travail, les gens étaient là à la maison à faire le télétravail. La quantité de gaz à effet de serre était réduite. Était vraiment réduite, c'était bleu. Donc, comme il affirme, ce que nous venons de vivre en 2022 avec la crise ukrainienne, c'est totalement différent avec ce qui s'est passé en 1973 sur le choc pétrolier. En 1973, c'était simplement le pétrole. Or, avec la crise de l'Ukraine, il y a le gaz, le produit pétrolier. Et l'Ukraine, quand l'Ukraine a été envahie, la Russie a commencé à fermer le robinet. Payez-moi en roubles, sinon je ne vous donne pas le gaz. Les pays qui étaient aux alentours de la Russie, quand ils ont commencé déjà à s'émigrer vers l'OTAN, la Russie a dit, moi je ne donne plus le gaz. Et donc ça fait en sorte que la consommation a vraiment augmenté et donc amenant l'Europe à tisser des relations stratégiques avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec les pays de Golfe pour en chercher de l'énergie. Et jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Et donc, on doit se résumer tout court qu'il a vraiment raison. Vous savez, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de la zone CEMAC, notre espace communautaire, nous sommes un peu en retard. Le Tchad a un code minier qui date de 2018, c'est un code récent. Et le modèle a été calqué sur la vision minière africaine. D'abord, à l'époque, j'étais le secrétaire général du ministère des Mines et quand nous avons sollicité l'appui de l'Union africaine, l'Union africaine a envoyé les experts pour qu'on puisse réaliser notre code minière à la vision minière de l'Union africaine. Mais au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de la SADC, ils sont trop avancés. Même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'UMOA, au niveau de la CEDEAO, ils sont trop avancés dans le code minier. C'est presque uniforme. Mais en Afrique centrale, dans notre espace communautaire, nous n'avons pas vraiment cette mission. Donc, pour une intégration régionale, il faut commencer déjà à penser à créer un code minier commun dans l'espace CEMAC, mais en tenant compte de la vision minière africaine et surtout en insérant dans le code la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que ça, c'est assez important pour les sociétés qui viennent exploiter les mines, qui viennent exploiter le pétrole. Tant qu'ils n'en tiennent pas compte de la responsabilité sociétale des entreprises, cela peut nous créer assez de normes. Pourquoi pas faire de cela une loi? On peut faire de cela la responsabilité sociétale des entreprises une loi. La Côte d'Ivoire en a fait sur la norme ISO 26000 pour amener les entreprises à respecter la responsabilité sociétale des entreprises. C'est faire quelque chose pour faire avancer, mais on vous tire par le bas. Si vous voulez en termes clairs, vous êtes surpris par des décisions
que les gens prennent alors que vous n'êtes pas, vous n'êtes pour rien et vous faites des choses pour aider la population. Et je crois qu'il faut rester conséquent avec soi-même et regarder plutôt en avant. Vous le savez tous, nous avons la rareté des produits pétroliers, nous avons le manque d'électricité et nous avons un peu un environnement qui est en train de nous inquiéter.